Plus de 8000 citoyens américains se sont soudainement vus refuser l'entrée au Canada l'année dernière et la plupart d'entre eux n'avaient aucune idée de la raison. Imaginez faire vos valises, vous présenter à la frontière et vous faire dire que vous n'êtes pas le bienvenu. Aucune explication, aucune seconde chance, juste une interdiction silencieuse dont personne ne vous avait averti. Et voici le rebondissement. Il ne s'agit pas de criminels ou de fugitifs. Ce sont des gens ordinaires, des voyageurs, des parents, des étudiants. Certains ont été signalés à cause de quelque chose qu'ils ont publié en ligne, d'autres pour une erreur commise il y a des années. Pourriez-vous être sur cette liste sans même le savoir? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir est choquant. Premièrement, quelque chose a changé à la frontière. Avant, c'était simple, réserver un vol, prendre son passeport et partir vers le nord. Pendant des décennies, la frontière entre les États-Unis et le Canada était réputée pour être l'une des plus accueillantes au monde, une poignée de main entre voisins. Mais en 2025, quelque chose a discrètement changé. Aucun gros titre, aucune alerte de dernière minute. Pourtant, de plus en plus de citoyens américains se retrouvent soudainement bloqués à la frontière. Le Canada n'a pas adopté de nouvelles lois majeures. À la place, ils ont commencé à appliquer les politiques existantes en matière d'immigration et de sécurité avec beaucoup plus de rigueur. Il ne s'agit pas de construire un mur, il s'agit de resserrer le filtre, et ce filtre, il est désormais alimenté par des systèmes pilotés par l'IA, un partage de renseignements renforcé avec les agences américaines et des définitions plus strictes de ce qui constitue un risque pour la sécurité ou une personne inadmissible. Le plus troublant, c'est que beaucoup de ceux à qui l'entrée est refusée n'ont aucune idée de la raison. Des personnes ayant un casier judiciaire mineur datant de plusieurs décennies, des voyageurs signalés pour des liens dont ils ignoraient l'existence, voire des militants pacifiques et des journalistes, se sont retrouvés bloqués sans véritable explication. En coulisses, les agents frontaliers canadiens disposent de bien plus de données qu'auparavant, y compris l'activité sur les réseaux sociaux, l'historique de voyage, les affiliations et même le comportement numérique. Ce n'est pas du hasard. Il s'agit de prises de décisions ciblées, guidées par des algorithmes. Et même si l'objectif est la sécurité nationale, le processus peut donner l'impression de tomber dans un piège dont on ignorait l'existence. Ce qui se passe en 2025 n'est pas bruyant, mais c'est bien réel. Discrètement, la frontière est devenue un champ de mines de critères invisibles, et les règles de voyage entre les États-Unis et le Canada ne sont plus ce qu'elles étaient. Deuxième point, votre passé pourrait désormais vous coûter un voyage. Imaginez-vous arriver à la frontière canadienne, valise à la main, passeport prêt, pour qu'on vous dise poliment mais fermement que vous n'êtes pas autorisé à entrer, non pas à cause de quelque chose que vous avez fait récemment, mais à cause d'une décision prise il y a près de 20 ans. Peut-être s'agissait-il d'une conduite en état d'ivresse après une fête à l'université, d'une accusation mineure de possession de drogue ou d'un incident de vol à l'étalage que vous pensiez avoir laissé derrière vous depuis longtemps. Mais pour le Canada, ces erreurs du passé ne disparaissent pas et en 2025, elles comptent plus que jamais. Selon la loi canadienne sur l'immigration, des infractions considérées comme des délits mineurs aux États-Unis, comme la conduite en état d'ivresse ou des accusations mineures de drogue, sont souvent classées comme des crimes graves. Cela signifie que même si vous n'avez pas purgé de peine de prison ou si la condamnation a été effacée dans votre état d'origine, cela peut toujours constituer un motif de refus automatique à la frontière. La logique est claire du point de vue du Canada. La sécurité publique d'abord, les questions après. Les politiques elles-mêmes ne sont pas entièrement nouvelles. Ce qui a changé, c'est la rigueur avec laquelle elles sont désormais appliquées. Grâce au partage avancé des dossiers entre les forces de l'ordre américaines et canadiennes, même d'anciennes condamnations apparemment mineures sont désormais instantanément visibles par les agents frontaliers. Prenons le cas d'Alex, un enseignant de 38 ans originaire de l'Oregon. Il avait prévu un voyage à Banff avec sa famille, mais à l'aéroport, il a été discrètement mis à l'écart. Un délit de conduite en état d'ivresse commis à l'âge de 21 ans, qu'il avait depuis longtemps oublié, a suffi à stopper son voyage avant même qu'il ne commence. Pas d'arrestation, pas de drame, juste un tampon de refus et un vol retour. Dans le climat actuel, votre passé n'est pas oublié, surtout pas par les bases de données de l'immigration. Et pour des milliers d'Américains, cela devient une surprise coûteuse et douloureuse. Troisièmement, la culpabilité par association. Comment vos relations peuvent vous faire interdire d'entrer. Vous n'avez pas besoin d'être un criminel pour être traité comme tel à la frontière canadienne. En 2025, il ne s'agit plus seulement de ce que vous avez fait. Il s'agit de vos liens et de vos relations. Le Canada a discrètement élargi son recours à l'interdiction d'entrée basée sur l'association et cela prend les gens complètement au dépourvu. Soyons clairs, vous n'avez pas besoin de faire partie d'un gang, d'un cartel ou d'un réseau criminel pour déclencher un signal d'alerte. Il suffit simplement d'avoir un lien traçable avec quelqu'un qui en fait partie.
Peut-être s'agit-il d'un vieil ami du lycée qui a eu des ennuis. Peut-être s'agit-il d'un cousin avec une entreprise douteuse. Ou peut-être avez-vous partagé un groupe de discussion avec quelqu'un surveillé par les autorités américaines. Grâce à l'approfondissement des accords de partage de renseignements entre les États-Unis et le Canada, toutes ces connexions sont désormais visibles et peuvent être utilisées contre vous. La loi canadienne sur l'immigration permet aux agents frontaliers de refuser l'entrée, non seulement pour une implication directe dans un crime, mais aussi pour association avec la criminalité organisée. C'est un filet très large et en 2025, il est lancé plus loin que jamais. Les données provenant des réseaux sociaux, des historiques d'appels, des transactions financières et même d'anciennes photos peuvent désormais être prises en compte dans votre profil. Si votre nom apparaît au cours d'une enquête en cours, même en simple note de bas de page, vous pourriez être considéré comme une menace potentielle. Cela peut sembler injuste, voire dystopique, mais selon la loi canadienne, c'est légal. Le seuil pour un refus d'entrée n'est pas la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Il s'agit simplement d'un soupçon raisonnable. Les agents frontaliers n'ont pas besoin de prouver l'intention. Ils doivent simplement constater un lien potentiel et cela suffit pour vous refuser l'entrée. Pour de nombreux Américains, c'est un signal d'alarme. Les personnes que vous suivez, contactez ou fréquentez en ligne, même de façon occasionnelle, pourraient avoir un impact sur votre liberté de voyager. À l'ère de la surveillance numérique, la culpabilité par association n'est pas une théorie du complot, c'est une politique. Si cela vous surprend, vous n'êtes pas seul. Ces interdictions discrètes touchent des milliers de personnes et la plupart ignorent totalement qu'elles figurent sur une liste de surveillance. Ne vous laissez pas surprendre. Abonnez-vous dès maintenant pour d'autres analyses comme celle-ci et gardez une longueur d'avance en matière de lois frontalières, de risques liés à l'immigration et de changements de politiques internationales. Activez la cloche, car ce que vous ignorez peut vous arrêter à la frontière. Numéro 4. L'état de santé prime sur le passeport. Le nouveau contrôle aux frontières. En 2025, posséder un passeport valide et un casier judiciaire vierge ne suffit plus toujours pour garantir votre entrée au Canada. Il existe un autre filtre de plus en plus présent à la frontière, qui ne dépend pas de votre passé, mais de votre biologie. Le Canada accorde désormais une attention accrue à l'admissibilité liée à la santé, et pour certains voyageurs, cela devient un facteur décisif. Le Canada a toujours eu des règles concernant les maladies transmissibles, mais les politiques post-pandémiques ont porté cela à un tout autre niveau. Les agents frontaliers ont désormais le pouvoir de refuser l'entrée à toute personne jugée susceptible de représenter un risque pour la santé publique, même si elle ne présente pas de signes évidents de maladie. Cela inclut les cas actifs de tuberculose, les infections non traitées et oui, les maladies présentant des symptômes similaires à ceux de la COVID. Mais ce que l'on sait moins, c'est que les maladies chroniques ou les affections médicales coûteuses peuvent également être signalées, surtout si l'on estime qu'elles risquent de peser sur les ressources du système de santé publique. Il ne s'agit pas seulement de prévenir les épidémies, il s'agit aussi de protéger le système médical du pays, déjà surchargé. Si votre condition nécessite des soins continus, des traitements coûteux ou représente une charge financière à long terme, cela peut suffire à bloquer votre entrée. Et ce n'est pas non plus du hasard. Le Canada utilise des examens médicaux préalables à l'entrée, des déclarations de santé numérique et même des bases de données internationales de santé pour évaluer les risques. Quelque chose d'aussi simple qu'une toux persistante ou une remarque signalée dans vos anciens dossiers de santé liés à vos voyages peut susciter la méfiance. Certains voyageurs doivent même subir des contrôles de santé secondaires à leur arrivée, et si les autorités ne sont pas satisfaites, elles peuvent ordonner une expulsion immédiate ou une mise en quarantaine. Il ne s'agit pas de discrimination. Il s'agit de coûts, de risques et de contrôle. Le système de santé publique canadien est sous pression et ils ne prennent aucun risque. Pour les voyageurs souffrant de maladies graves ou mal gérées, la frontière ne se résume plus à des formalités administratives. Il s'agit de savoir si votre état de santé s'intègre dans leur système. Numéro 5. Un mensonge, une interdiction à vie, le prix de la fausse déclaration. En matière d'immigration canadienne, l'honnêteté n'est pas seulement la meilleure politique, c'est la seule possible. En 2025, la frontière entre une petite erreur et une véritable fraude est plus mince que jamais, et les conséquences sont bien plus graves que ce que la plupart des voyageurs imaginent. Même une légère incohérence dans vos formulaires peut éveiller des soupçons. Un seul mensonge, une omission, même quelque chose d'aussi anodin que d'oublier de mentionner un refus de visa antérieur peut entraîner une interdiction à vie d'entrer au Canada. La fausse déclaration ne signifie pas toujours falsifier des documents ou usurper des identités. Cela peut être aussi simple que d'exagérer votre intitulé de poste, de passer sous silence des périodes inactives dans votre historique de voyage ou d'indiquer de mauvaises dates pour un séjour passé. À l'ère de la vérification numérique, ces erreurs ne passent pas inaperçues.
Le système d'immigration canadien recoupe désormais votre demande avec une large gamme de sources. Dossiers d'emploi, historique de visa, journaux de voyage et même vos profils sur les réseaux sociaux. Si quelque chose ne correspond pas, c'est un signal d'alarme et les signaux d'alarme à la frontière mènent généralement à un refus rapide. Les enjeux sont extrêmement élevés. La fausse déclaration est considérée comme une infraction grave en matière d'immigration et non comme une simple erreur administrative. La sanction ne se limite pas à un renvoi chez vous. Il s'agit souvent d'une interdiction d'entrée d'au moins 5 ans et dans de nombreux cas, d'une interdiction permanente. Et oui, cela affecte non seulement votre capacité à visiter le Canada, mais peut aussi apparaître dans les systèmes partagés utilisés par d'autres pays. Prenez le cas de Daniel, un vidéaste indépendant qui avait dépassé la durée de son visa en Europe, mais qui a omis de le mentionner dans sa demande de visiteur pour le Canada. Il pensait que cela n'aurait pas d'importance. Continent différent, règles différentes. Mais lorsque sa demande a été examinée, l'incohérence a été repérée et il a été interdit d'entrer de façon permanente pour fausse déclaration. Aucun recours. Aucune seconde chance. Le Canada ne recherche pas la perfection, mais il exige de la transparence. En 2025, le contrôle de l'immigration est plus strict, plus intelligent et bien moins tolérant. Si vos documents racontent une histoire, mais que votre présence ou votre historique en ligne en raconte une autre, les agents frontaliers n'hésiteront pas à vous fermer la porte. La vérité peut être inconfortable, mais le mensonge coûte bien plus cher. Numéro 6, déjà expulsé une fois? Vous n'êtes pas prêt de revenir. Pour de nombreux voyageurs, une mesure d'expulsion du Canada semble être un simple contretemps, une situation gênante qui pourrait être réglée plus tard. Mais en 2025, cette supposition est dangereusement dépassée. Si vous avez déjà été expulsé ou déporté du Canada, que ce soit à cause d'un visa expiré, d'une demande d'asile refusée ou même d'une erreur administrative, vous êtes désormais signalé et ce signalement ne disparaît pas avec le temps. Le Canada prend de plus en plus au sérieux les anciennes mesures d'expulsion. Un voyageur qui ignore, méprise ou tente de contourner cette mesure n'est pas seulement perçu comme non conforme, il est considéré comme un risque pour l'intégrité du système d'immigration national. Même si les expulsions initiales semblent mineures, comme un dépassement de séjour de quelques jours ou une mauvaise compréhension d'une condition de visa, cela devient une tâche majeure sur votre dossier pour l'avenir. Ce qui a changé en 2025, c'est la rigueur et l'automatisation de l'application des règles. Les systèmes frontaliers détectent désormais automatiquement les personnes qui ont déjà été expulsées, peu importe depuis combien de temps. Et si vous tentez de rentrer sans avoir d'abord régularisé votre situation d'expulsion par les voies légales officielles, vous risquez une interdiction totale, souvent pour 5 ans ou plus. Dans les cas plus graves, cette interdiction devient permanente. Et il ne s'agit pas seulement de ceux qui essaient de revenir en douce, même les personnes qui reviennent sous un nouveau nom, avec un nouveau passeport ou depuis un autre pays sont repérées grâce au suivi biométrique, à la reconnaissance de schémas par l'IA et aux bases de données d'immigration partagées entre les pays occidentaux. Le Canada sait qui essaie de revenir, et si leur situation n'a pas été régularisée correctement, ils ne passeront même pas le premier contrôle. Un voyageur précédemment expulsé pour avoir travaillé au noir a tenté de rentrer au Canada avec un visa touristique 3 ans plus tard. Il a été détenu à son arrivée, placé dans un centre de traitement, puis finalement frappé d'un nouvel ordre d'exclusion qui lui a interdit l'entrée au Canada pendant 10 ans. Sa première erreur était minime. La seconde a été de croire que le système oublierait. En 2025, le système n'oublie rien. Les expulsions antérieures ne sont plus considérées comme de simples infractions. Elles sont considérées comme des preuves de mépris envers la législation canadienne sur l'immigration, et toute personne portant cette étiquette peut s'attendre à ce que la porte reste fermée. Numéro 7. Les passeurs, criminels de guerre et voyageurs inscrits sur des listes de surveillance. Certaines personnes se voient refuser l'entrée au Canada pour des infractions mineures ou des erreurs administratives. Mais il existe une autre catégorie de voyageurs, celle que les agents d'immigration sont formés à repérer et à arrêter immédiatement, les individus signalés pour des violations graves à l'échelle mondiale. Cela inclut les trafiquants d'êtres humains, les criminels de guerre et les personnes liées à des opérations de contrebande ou à des violations internationales des droits de l'homme. Et en 2025, cette liste est plus longue et plus sophistiquée que jamais. Le Canada collabore étroitement avec les agences de renseignement mondiales, les Nations Unies, Interpol et les tribunaux internationaux pour identifier les personnes susceptibles de représenter une menace pour la paix mondiale, la sécurité des personnes ou l'intégrité du système de réfugiés.
Cela concerne non seulement les personnes qui ont été condamnées, mais aussi celles qui auraient été impliquées, qui ont facilité ou fermé les yeux sur des crimes tels que le génocide, la torture, la persécution politique ou les abus sanctionnés par l'État. C'est là que les choses deviennent encore plus complexes et troublantes. Il n'est pas nécessaire d'être un général ou un dictateur pour être signalé. Même une implication indirecte dans un scandale lié aux droits de l'homme, comme travailler dans un rôle administratif ou de renseignement sous un régime brutal, peut suffire à entraîner une interdiction. Dans certains cas, des personnes ayant occupé des postes non combattants ou même des cadres d'entreprise ayant fait affaire avec des entités sanctionnées se sont vus refuser l'entrée en vertu des strictes directives d'admissibilité du Canada, et il se peut même que vous ne sachiez pas que vous figurez sur cette liste. Certains voyageurs sont stupéfaits à l'aéroport, ignorant qu'un document ayant fuité, une photo datant de plusieurs décennies ou la mention de leur nom dans une note de bas de page d'un rapport sur les crimes de guerre les a placés sur une liste de surveillance. Le Canada n'a pas toujours besoin d'une condamnation prononcée par un tribunal. Il lui suffit d'avoir des motifs raisonnables de croire que vous étiez lié à l'affaire. Dans un cas rapporté, un homme ayant servi dans la branche du renseignement d'un ancien gouvernement autoritaire, sans jamais avoir été inculpé, s'est vu refuser l'entrée à la frontière en raison de sa fonction exercée à une époque de violation systémique avérée. Aucune arrestation, aucun procès, simplement une interdiction d'entrée discrète et permanente. En 2025, le message est clair. Le Canada scrute le monde et l'histoire à la recherche de signaux d'alerte, et si votre nom apparaît, même discrètement, sur l'une de ces pages, il se peut que l'entrée vous soit refusée, sans possibilité de recours. Numéro 8. Pensez-vous être autorisé à voyager? Le Canada pourrait ne pas être d'accord. Pour de nombreux Américains, voyager au Canada a toujours semblé être un déplacement anodin. Même continent, même langue pour la plupart, et aucun visa requis. Il suffisait de montrer son passeport et de partir. Mais en 2025, cette supposition est devenue dépassée et risquée, car même si vos documents semblent en règle, les systèmes de contrôle renforcés du Canada peuvent révéler une toute autre histoire. La réalité, c'est qu'un passeport américain valide n'est plus un laissez-passer garanti. Le Canada utilise désormais un processus de contrôle à plusieurs niveaux, qui va bien au-delà de la simple vérification d'identité. Les agents d'immigration consultent des bases de données fédérales américaines, des casiers judiciaires, des registres d'immigration, des listes de surveillance internationale, des registres de santé et même des bases de données sur l'historique professionnel. C'est un système invisible qui fonctionne avant même que vous ne parliez à un agent frontalier et les résultats? Surprenant. Des voyageurs d'affaires munis d'invitations professionnelles se sont vus refuser l'entrée dans les aéroports. Des citoyens ayant la double nationalité, en particulier ceux ayant des liens avec des pays à haut risque, ont été signalés. Même des détenteurs légaux de la carte verte américaine, qui pensaient être à l'abri, ont essuyé des refus inattendus, parfois sans explication claire sur le moment. Alors, d'où vient ce décalage? Il réside dans la différence entre ce que les voyageurs américains pensent avoir comme droit et ce que la loi canadienne autorise réellement. Les agents d'immigration canadiens ne vous doivent pas l'entrée sur le territoire. Ils opèrent selon leur propre cadre juridique qui met l'accent sur la prévention des risques, la sécurité publique et la protection des ressources. S'ils estiment, sur la base des données, que vous pouvez représenter un risque dans l'un de ces domaines, ils sont pleinement autorisés à refuser l'entrée sur le champ. Ce changement en surprend plus d'un. Autrefois, seuls les voyageurs présentant des signaux d'alerte évidents étaient examinés de près. Aujourd'hui, même ceux ayant un casier judiciaire parfaitement vierge sont évalués pour des facteurs de risque plus profonds et moins visibles, tels que des affiliations, des schémas ou des incohérences. En conséquence, les vérifications préalables et les consultations juridiques deviennent de plus en plus courantes, en particulier pour les professionnels, les binationaux ou toute personne ayant déjà rencontré des complications en matière d'immigration. En 2025, il ne suffit plus d'être à peu près certain de pouvoir voyager, car lorsque vous vous retrouvez face à un agent frontalier canadien, la seule chose qui compte, c'est ce que leur système dit de vous, et non ce que vous croyez être vrai. Alors, avez-vous été surpris par le nombre de façons dont on peut vous refuser l'entrée à la frontière? Dites-le nous dans les commentaires. Nous lisons réellement ce que vous écrivez. Si vous n'avez pas vu notre dernière vidéo, allez la regarder. Elle est étroitement liée au sujet d'aujourd'hui. Nous mettons beaucoup d'efforts dans chaque publication, alors si vous appréciez notre travail, soutenez-nous en vous abonnant rapidement. C'est un simple clic, mais cela compte énormément pour nous.